Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 légendes urbaines. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une légende urbaine et comment naît-elle? Hoax, fake news, légende urbaine, autant d'appellations pour désigner un mythe qui se propage dans la culture populaire. Cette dernière prolifère via le bouche à oreille, mais aussi sur Internet, où les réseaux sociaux la rendent virale et accélèrent sa propagation. Mais qu'est-ce qui caractérise ces mythes contemporains et comment se propagent-ils? Légendes et mythes contemporains. Une légende urbaine est une histoire courte qui se rapproche du mythe, adaptée à son époque, la différenciant de la simple légende, et qui s'inscrit dans la culture populaire. Elle s'articule autour de thèmes variés, mais qui ont tous un dénominateur commun. Ils se doivent d'être anxiogènes. La violence, les théories du complot, les animaux effrayants ou les sciences occultes sont les principaux sujets traités. Elles puisent parfois dans d'anciens mythes qui sont remis au goût du jour. On peut citer pour les plus célèbres la légende de la Dame Blanche, les enlèvements extraterrestres, ou encore les nombreuses théories conspirationnistes sur les attentats du 11 septembre 2001. Le mystère comme clé du succès. Le succès de la légende urbaine réside dans l'aura de mystère qui l'entoure. La plupart des indications spatio-temporelles restent floues, de manière à ce que chacun puisse s'approprier l'histoire. Elles sont souvent racontées comme arrivées à l'ami d'un ami. Ainsi, on retrouve les mêmes légendes urbaines à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Japon. Transmises d'abord par le bouche à oreille, elles se sont adaptées au folklore local. Mais la base narrative reste la même. Elles sont partagées sans être vérifiées et revêtent un caractère extraordinaire et ou mystérieux. Il arrive cependant qu'elles soient basées sur des faits réels, mais sont déformées par la transmission orale. Une autre variable qui contribue au succès de la légende urbaine est son caractère fédérateur et mystérieux. L'orateur, lecteur, a l'impression qu'on lui révèle un secret, ce qui flatte son ego et contribue à lui faire répéter, devenant l'initiateur, détenteur d'un prétendu secret. De la tradition orale aux réseaux sociaux, les légendes urbaines version 2.0. D'abord transmises oralement, elles se répandent au XVIe et XXe siècle par des lettres, puis à partir des années 90 et 2000, par email et sur des forums de discussion. La légende urbaine est ensuite relayée sur de nouvelles plateformes virales qui connaissent le succès au début des années 2010. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. La légende urbaine mute. On parle dès lors de creepypasta pour les légendes urbaines qui se propagent sur Internet. Le terme est la contradiction de creepy, effrayant en anglais, et copypaste, donnant pasta, action de copier-coller sur Internet. Popularisés par des forums de discussion autour du jeu vidéo, les creepypastas ont abouti à la création de véritables mythes qui franchissent parfois même le cap de la réalité. Le Slenderman, personnage humanoïde longiligne sombre à tentacules qui kidnapperait des enfants, a par exemple fait parler de lui après une tentative de meurtre en son nom par 2 adolescentes américaines de 12 ans sur une de leurs camarades en 2014. Il s'agit pourtant à la base d'un simple canular créé par un internaute en 2009 sur le forum Something Awful, dont une discussion demandait aux contributeurs de modifier des photos pour les rendre effrayantes. Source intarissable d'histoires effrayantes, de plus en plus de légendes urbaines sont adaptées au cinéma depuis des années, avec des films comme Amityville, La Maison du Diable, Poltergeist ou plus récemment la saga Conjuring. L'increvable mythe du nuage de Tchernobyl. Le mythe d'un mensonge des autorités à propos du nuage de Tchernobyl est sans doute aujourd'hui la théorie du complot la plus répandue dans la société française. Il s'est pourtant forgé dans la foulée de l'événement, par un concours de circonstances mêlant une communication désastreuse des pouvoirs publics et les manipulations politiques de partis et de mouvements antinucléaires. Et ce mythe a repris une deuxième, voire une troisième jeunesse, avec l'usine Lubrizol à Rouen. Lorsque l'accident survient le 26 avril 1986, l'URSS le cache et l'opacité est totale. L'alerte ne sera donnée que 2 jours plus tard depuis la Suède, qui détecte au matin du 28 avril un niveau de radioactivité extérieure très supérieur à la normale dans différents points du pays. Des experts sont consultés. Ils trouvent du graphite dans les particules radioactives et pensent immédiatement à une centrale soviétique
de type RBMK. La Russie, interrogée, nie d'abord, puis confirme l'accident dans la journée du 28, dans une dépêche laconique. Elle reconnaît qu'un incident a eu lieu à Tchernobyl en Ukraine, assure que toutes les mesures sont prises pour résoudre le problème, et c'est tout. Elle ne livre pas le moindre détail. En réalité, les autorités russes, désemparées, ont toutes les peines du monde à gérer l'accident. La Suède se charge d'alerter l'Europe et en France le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, SCPRI, est prévenu ce même 28 avril. Des avions d'Air France décollent, équipés de filtres pour recueillir les poussières, et des moyens de mesure sont mobilisés sur une trentaine de sites. Les rumeurs. Mais en l'absence d'informations officielles venant de la Russie, les rumeurs vont se propager. Une première photo du profil du rédacteur qui laisse imaginer l'ampleur de la catastrophe est diffusée. Les Russes, au départ, n'admettent que 2 morts. En face, en pleine guerre froide, les médias américains en évoquent 2000. Quelques journaux et télévisions français, qui n'ont aucune information, reprennent ce dernier chiffre. Dans le journal de 13 heures du 29 avril, les Français découvrent celui qui deviendra le visage de l'événement. Le professeur Pellerin, patron du SCPRI, qui expose alors les valeurs mesurées en becquerel en Suède, de l'ordre de 10 becquerels par mètre cube, c'est-à-dire très proche de la radioactivité naturelle, et rassure logiquement. C'est une activité notable, mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Je voudrais bien dire clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est pas menacée. On rappelle, dans les éditions suivantes, que le fait que le nuage arrive ou non en France dépend de la météo. Dans un bulletin devenu célèbre, une présentatrice explique qu'un anticyclone semble alors protéger la France des vents en provenance de l'Est jusqu'au 2 mai, ce qui est, au moment où elle parle, parfaitement exact. Mais dès le 30 avril, la météo change, et les rumeurs s'amplifient. La Russie diffuse toujours des bribes d'informations rassurantes, quand d'autres évoquent des centaines de morts. À l'étranger aussi, l'angoisse se répand, et des reportages montrent des habitants de Copenhague se ruant sur des pastilles d'iode. Le silence des autorités, par contraste, apparaît inquiétant. En effet, le gouvernement dans l'Hexagone se mure dans le silence, laissant les scientifiques monter seuls au charbon. Un communiqué confirme l'arrivée du nuage radioactif. Dès le 30 avril, un communiqué du SCPRI envoyé à la presse confirme l'arrivée du nuage radioactif. On signale, je cite, une légère hausse de la radioactivité atmosphérique sur certaines stations du sud-est, non significatif pour la santé publique, suivi d'un autre le lendemain. Ce jour, 1er mai 86, tendance pour l'ensemble des stations du territoire à un alignement de la radioactivité atmosphérique sur le niveau relevé le 30 avril dans le sud-est. Il est rappelé que ce niveau est sans aucune incidence sur l'hygiène publique. Puis la radioactivité s'accroît dans l'est. Dans le nord-est, région la plus touchée, l'activité atteindra 25 becquerels par mètre cube. C'est effectivement rassurant. Dans certaines maisons, l'exposition naturelle au radon peut atteindre 1000 becquerels par mètre cube. La faute des autorités est qu'elles ne donnent pas ces valeurs, se bornant à transmettre des informations laconiques. En clair, les pouvoirs publics indiquent bien que le nuage radioactif a survolé la France et que les niveaux observés sont parfaitement rassurants. Mais le public est prié de se contenter de cela. On s'inquiéterait à moins. Le mensonge nucléaire. Et de fait, le public s'inquiète. Car au même moment, en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière, où les retombées ont été plus fortes, des mesures restrictives sont prises pour protéger la population. Alors qu'en France, le SCPRI communique sur les 500 relevés effectués et répète que l'exposition aux radiations qu'ont subi les Français est inférieure au 10e de l'exposition naturelle annuelle, un journaliste ironise alors. Tout se passe comme si le nuage s'était arrêté à la frontière. Le mythe est né. Un communiqué particulièrement maladroit publié le 6 mai par le ministère de l'Agriculture achève d'exaspérer. Le territoire français, est-il écrit, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de Tchernobyl. À aucun moment, les hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. On notera l'absurdité de la formulation. Si des hausses ont été bien observées, pourquoi dire d'abord le contraire? Face à cette communication désastreuse du gouvernement, des voix s'élèvent pour exiger plus de transparence.
Les opposants au nucléaire saisissent l'occasion de dénoncer les dangers de cette technologie et d'exiger son arrêt, accusant les autorités. Et peu à peu, le ton change dans la presse. De nombreux journaux, qui avaient pourtant publié les informations suivant l'évolution du nuage radioactif sur la France, changent totalement de discours une dizaine de jours plus tard. Le 12 mai, le journal Libération titre « Le mensonge nucléaire ». Il ne sera pas le seul. Le mythe sera perpétué ensuite par le CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, créée dans la foulée de l'accident par une poignée de militants écologistes emmenés par l'actuel eurodéputé Michel Rivasi. Mais Pierre Pellerin, attaqué en 2006 pour tromperie et tromperie aggravée par la CRIAD et l'Association française des malades de la thyroïde, sera totalement blanchi en 2012 par la Cour de cassation. On sait aujourd'hui que malgré la présence de plusieurs éléments radioactifs dans le nuage, seul le césium 137 a conduit à une contamination durable en France et que la contamination de surface n'a pas dépassé 1000 becquerels par mètre cube sur la majeure partie du territoire. Mais certaines zones ont été beaucoup plus touchées. Sur les reliefs au sud des Alpes, en Franche-Comté, en Corse. Les pluies ont amené des dépôts dont l'activité a dépassé 20 000, voire très localement 40 000 becquerels par mètre cube. Aucun effet sur la santé n'a jamais été mis en évidence, mais les polémiques nourries par des études contradictoires n'ont jamais cessé. Le Carmentran. Si vous êtes originaire de Provence, vous en avez sûrement déjà entendu parler, de Carmentran ou de Caramantran. Ce personnage est associé au carnaval et date de la nuit des temps. L'origine du nom du personnage est issue de carême entrant, carême prenant, entrer en carême. Carmentran est le mannequin personnifiant le carnaval. On le promène dans les rues le mercredi des cendres et on le brûle ensuite sur la place publique comme on brûlait les condamnés par la vindicte populaire. Ce mannequin, souvent confectionné par les écoliers à partir de matériaux inflammables, feuilles, cartons, papier, est accusé de tous les maux. Épidémie, responsable de la famine et de la pauvreté dans le monde, des guerres, etc. La foule déguisée lui fait alors un procès complètement à charge. Il est jugé par un tribunal populaire composé des habitants du village. Même si Caramantran a droit à un avocat, l'accusateur public prononce toujours la sentence de mort. Il est alors mis au bûcher sur la place publique, au milieu de cris, de chants et de danses. La mort par ventilateur. C'est une idée particulièrement répandue en Corée du Sud, selon laquelle on peut mourir si on dort dans une chambre close avec un ventilateur en fonctionnement. C'est une idée si répandue que la majeure partie des ventilateurs vendus en Corée du Sud sont vendus avec des minuteurs. Voici les théories qui expliqueraient cette mort. Numéro 1. Suffocation par les voies respiratoires. D'après cette idée, si le ventilateur est dirigé directement sur le visage de la personne, la rapidité de la circulation de l'air rend alors l'inhalation plus difficile. Si le ventilateur est trop puissant, il risquerait de pomper tout l'air, ne laissant plus rien à respirer. Bien sûr, un ventilateur ne fait que déplacer l'air, et l'air envoyé est aussitôt remplacé dans la pièce. Numéro 2. Suffocation par la peau. Certains pensent, sûrement parce qu'ils ont été victimes de très mauvais cours de natation, que la respiration cutanée constitue une partie importante des échanges respiratoires et que l'air mis en mouvement par le ventilateur ne peut plus être respiré par la peau, ce qui entraîne la suffocation. Numéro 3. Manque d'oxygène. Les pales du ventilateur découperaient les molécules d'oxygène de l'air, ne laissant plus rien d'intéressant à respirer. Paf, suffocation par manque d'oxygène. Cette explication est idiote, mais répandue. Numéro 4. Hypothermie mortelle. Le ventilateur ferait baisser la température de la pièce. En réalité, un ventilateur n'a aucune incidence sur la température, contrairement à un climatiseur. À un moment où le corps, en sommeil, est plus sensible aux variations de température. Pour que l'hypothermie se mette en place, il faudrait déjà que la pièce soit extrêmement froide. Utiliser un ventilateur à ce moment-là serait masochiste. Autre explication, le ventilateur encourage le corps à perdre par sudation la chaleur accumulée, jusqu'à ce que trop de chaleur ait été évacuée. Numéro 5. Hyperthermie mortelle. Les fours à chaleur tournante utilisent un ventilateur pour envoyer de l'air sur la nourriture en train de cuire. La circulation de l'air permet d'évacuer la fine couche d'air
qui entoure la nourriture et qui, immobile, aurait une légère action isolante. Le four à chaleur tournante permet ainsi de cuire les choses plus vite qu'un four où l'air resterait immobile. Le ventilateur placé dans une pièce à 40 degrés aurait alors le même effet que celui du four à 250 degrés. Si vous y restez trop longtemps, vous êtes cuit. Numéro 6. Déshydratation. Le ventilateur encourage le corps à perdre de la chaleur par sudation. Au bout d'un long moment, le corps ne contient plus assez d'eau pour faire face à la chaleur et assurer les conditions générales de la vie. Et pouf! D'après l'agence gouvernementale Korean Customer Protection Board, la mort par ventilateur est une des 5 premières causes de mortalité saisonnière en été. Évidemment, d'un point de vue scientifique, aucun de ces raisonnements ne tient la route. Donc, si vous vous rendez en Corée du Sud, ne soyez pas étonnés que l'on vous recommande de ne pas dormir avec un ventilo allumé. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous connaissiez certaines de ces légendes urbaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.